À la une ce soir, un témoignage, celui d'une mère de famille. Elle conteste le placement de sa fille dans un foyer d'accueil, une fillette de 11 ans, placée après des suspicions d'inceste. Une audience a lieu demain matin. La mère demande à récupérer sa fille. Une nouvelle étape dans la marche à blanc du TCSP. Un bus a accueilli des collégiens ce matin. Ils sont donc les premiers voyageurs civils du réseau de transport qui devrait rentrer en service au mois de juin prochain. Le mois de mai, un casse-tête pour les chefs d'entreprise. Ils doivent faire face aux jours fériés et au pont de mai. Nous avons rencontré un garagiste, il a dû réorganiser son activité. Et puis notre invitée politique du mardi, ancienne présidente du Conseil général, Josette Manin, candidate pour la circonscription du Nord à l'élection législative. Bonsoir et à tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. Une nouvelle étape dans la marche à blanc du TCSP. Un bus, je vous le disais en titre, a accueilli des collégiens ce matin. Ils sont les premiers voyageurs civils du réseau de transport. Il s'agit pour eux d'un voyage scolaire, puisqu'il s'agit d'un voyage dans le cadre d'un projet pédagogique. On voit ce reportage avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. 10 h, gare de Carrefour Mao, les élèves embarquent à bord des deux bus spécialement mis à leur disposition. Comme lors d'un trajet normal, tout le monde valide son ticket. Direction Fort-de-France, 1 heure de voyage à haut niveau de service qui séduit rapidement les élèves. D'être dans le TCSP, c'est une joie de le tester avant tout le monde en fait. C'est un meilleur confort, c'est mieux pour les gens que de prendre le mosaïque, je pense. Je suis très ravie car c'est un projet vraiment très intéressant pour la population et il y a beaucoup de confort comme on peut le voir. À l'initiative de ce voyage, 2 enseignantes du collège Cassien-Sainte-Claire. Dans le cadre d'un projet pédagogique d'aménagement du territoire, elles ont souhaité sensibiliser leurs élèves par le biais d'une expérience grandeur nature. C'est un projet interdisciplinaire. Nous avons un volet civique, on dira, puisque ma part c'est la géo, mais c'est également l'enseignement moral et civique. Notamment au niveau de la billetterie. Ils ont posé des questions, on leur a expliqué certains éléments. Et je pense que ça ne peut être que porteur pour leur attitude citoyenne face au transport. Une expérience rendue possible grâce à la CFTU, la compagnie de transport en charge de la circulation des 14 bus du TCSP. Les ingénieurs présents à bord étaient à la disposition des élèves pour répondre à toutes leurs questions. Là, il y a un jeune homme, il est passé avec sa moto. Le problème des motos, ça c'est un problème, mais là, le problème du respect des signalisations et donc le fait, notamment sur les damiers, qu'ils ne soient pas dessus, ça aussi c'est important. La compagnie Foyalaise de transport l'assure, il ne s'agit pas ici d'un coup de com', mais de permettre aux élèves, premier public à emprunter les transports, de se familiariser avec ce nouvel outil qui, en théorie, devrait ouvrir ses portes aux usagers début juin. C'est surtout une manière de montrer en fait qu'on avance, qu'on n'est pas juste là, qu'on n'a pas l'impression que les bus ils sont là et que entre guillemets ça sert à rien, qu'effectivement on travaille pour eux, on travaille pour cette génération puisque ce sont les futurs utilisateurs du TCSP et donc c'est vrai que c'est une manière aussi d'expliquer qu'il y a des choses qui se font, que ça prend un peu de temps mais malheureusement pas forcément de notre fait, mais en tout cas on travaille pour le bien de la Martinique. 11 h, retour à la gare de Carrefour Mao sans incident. Une expérience privilégiée que ces élèves de 3e vont ensuite partager avec le reste de leur établissement. Après ce premier voyage concluant, la CFTU a annoncé qu'elle se tenait à la disposition des établissements qui souhaiteraient en faire de même. Et le réseau de transport est censé être à mi-chemin dans son ouverture au public puisqu'elle est prévue pour le mois de juin. Une date de plus en plus hypothétique puisque de nombreux dysfonctionnements ont été constatés depuis le début de la phase de test sur ce réseau. On voit cette information, les explications d'Alain Alfred, président de la CFTU et futur exploitant donc, du TCSP. Il s'exprime au micro d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Les sommes allouées aujourd'hui pour faire la marche à blanc ne sont pas suffisantes compte tenu des demandes nouvelles et notamment le coût du gazoil et un certain nombre d'éléments que nous avons constatés qui méritent d'être révisés, réorganisés, restructurés. Nous devons requalifier, revoir le financement et donc nous avons sollicité déjà notre donneur d'ordre, la CACEM, qui
elle-même doit interroger la CTM et nous attendons les réponses par rapport à cette demande supplémentaire. La CACEM avait déjà conçu un budget à hauteur de 500 000 € par mois pour la marche à blanc et donc pour l'exploitation, ce qui ramenait à environ 5 millions d'euros pour l'année, l'exploitation du TCSP. Aujourd'hui, compte tenu des demandes nouvelles, de la configuration des choses d'aujourd'hui, nous avons un différentiel à hauteur de 700 000 € environ. Et donc c'est sur ce différentiel que les autorités organisatrices doivent se pencher et nous donner réponse. Donc au total pour l'exploitation, nous pourrions avoisiner les 10 à 12 millions d'euros par an. Un témoignage dans votre journal, celui d'une mère de famille qui conteste le placement de sa fille dans un foyer. Michel, 11 ans, écarté de la famille depuis le mois de janvier dernier, suite à des suspicions d'inceste de la part de son frère. L'enquête avance, mais en attendant, mère et fille sont séparés. La jeune fille a fugué la semaine dernière du foyer de Saint-Joseph où elle avait été placée. Le témoignage de la mère tout de suite dans ce reportage de Frédéric Mazy. Ça me fait beaucoup de peine. Je ne savais pas que ça existait. Elle vous manque? Énormément. Dans la maison familiale, Arlette se raccroche à ce qui appartient à sa fille de 11 ans. Elle ne la voit plus que le week-end. Malgré le peu de temps passé ensemble, la maman décèle le mal-être de sa petite dernière. Et c'est en la serrant pour lui dire au revoir que j'ai vu que, voilà, que l'enfant a été vraiment malmené. Coups de pied au sein, et des bleus partout. J'avais bien vu que son visage était tuméfié. Je ne comprends pas comment on a pu m'enlever ma fille pour lui faire de telles misères. C'est trop injuste ce qui se passe. Et pourquoi ça s'est fait? Le placement en foyer ne serait pas la solution selon la mère de Michel. L'adolescente serait harcelée et malmenée par d'autres enfants vivant au quotidien avec elle. Si on lui dit on fugue, elle fugue. Si on lui dit tu la fermes, tu la fermes. Il faut, tout le temps, elle dit il faut qu'elle se batte. Et ma fille n'est pas une personne qui aime se battre. Elle ne se bat pas, cette fille. Et il faut qu'elle se batte pour tenir. Face à la détresse de sa fille, Arlette a décidé de faire appel de la décision du juge. Objectif, récupérer sa fille au plus vite. Son avocat se prépare pour l'audience qui se tiendra demain. Cet enfant, d'après les informations que j'ai, a été frappé à l'intérieur même du foyer. J'estime simplement humainement que la situation actuelle de l'enfant n'est pas acceptable. Et par conséquent, je ferai tout ce que je peux pour obtenir que cette situation soit modifiée. À noter que le délibéré sera certainement fixé à une date ultérieure. Michel ne retrouvera pas les siens tout de suite. Économie, le mois de mai, un mois très apprécié des salariés puisqu'il offre de nombreux jours fériés qui créent parfois de fameux ponts de mai. Cette année, le 1er mai est tombé un lundi et comme le 8 mai prochain, donc il y aura un nouveau pont, les entreprises sont donc obligées de s'adapter afin de ne pas trop perdre en chiffre d'affaires. C'est le cas de ce garagiste qui a dû réorganiser le travail. Le reportage de Louis Sabas. Ce mois-ci, Dominique espère bien écouler quelques jours de congés payés. Il faut dire que la période est propice avec les nombreux jours fériés de ce mois de mai. Peut-être les posera-t-il entre l'abolition de l'esclavage le 22 et le jeudi 25 mai, date de l'Ascension. Le dernier ça tombait en week-end, c'était pas très intéressant. Mais comme il y a des jours fériés, on va rester en famille, on va plutôt s'amuser un petit peu, on peut se relaxer. Lundi 1er, fête du travail, lundi 8, armistice, lundi 22, abolition de l'esclavage et jeudi 25, Ascension. Cette année, les week-ends prolongés sont nombreux en mai et la possibilité de faire le pont la dernière semaine peut s'avérer intéressante pour ceux qui souhaiteraient rallonger leur congé. Mais dans ce garage, il faut tenir le carnet de commande client, alors on tâche de s'adapter. Merci. On ne peut pas satisfaire tout le monde, donner à tous les collègues pour pouvoir faire le pont. En fait, ce serait plus de donner plus de dynamique aux collègues pour qu'ils sachent effectivement, malgré le nombre de jours manquants, de satisfaire le client et arriver à notre but. Travailler plus vite pour pouvoir se reposer plus sans gêner l'activité, la solution trouvée par cette entreprise. Et si pour l'heure, on ne peut réellement quantifier l'impact sur le commerce des jours fériés en Martinique, il semble être minime. L'impact macroéconomique au niveau national, c'est compris entre 1 milliard et 2 milliards suivant les analyses. Donc imaginez à l'échelle de la Martinique l'impact. Donc c'est pas pénalisant. Globalement, ça se compense. S'agissant de la grande distribution, les courses qui n'ont pas été faites le lundi seront faites le dimanche ou le mardi. Donc il
Il y a du report et de l'anticipation en règle générale. Le problème se pose plus en matière d'organisation du travail pour les patrons, avec un impact différent selon qu'ils se trouvent en début ou en fin de semaine. Mais les jours fériés ont aussi du bon pour certains secteurs d'activité, comme par exemple le tourisme ou la restauration, qui ces jours-là reçoivent dans les structures les familles qui profitent justement des week-ends prolongés. Sensibilisation sur l'hygiène des mains ce matin au CHU Pierre Zobda Kittmann à l'approche de la journée mondiale de l'hygiène des mains, c'est le 5 mai prochain. Projection de films, ateliers de démonstration à destination des patients, des visiteurs et des professionnels. Une action pour lutter contre les maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies contractées à l'hôpital. L'explication d'une responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène du CHU au micro de Louis Sabas. Aujourd'hui, nous avons appris le lavage des mains. C'est vrai que moi, je ne travaille pas dans un service de soins, donc je ne connaissais pas spécialement. Mais aujourd'hui, j'ai appris de beaux gestes que je pourrais faire éventuellement à la maison aussi. Je dis maintenant qu'il faut faire beaucoup plus attention au travail, à la maison, partout où on va pour se laver les mains. Le lavage simple des mains, il y a une technique aussi, hein. On ne se lave pas les mains simplement comme ça. Hein. Donc il faut d'abord laisser couler l'eau, certainement pas mettre le savon d'abord, hein, d'accord ? Vous voyez ? Donc il y a déjà une technique. Hein. Mais aujourd'hui, à l'hôpital, on a aussi une solution désinfectante qui s'appelle la solution hydroalcoolique qui est quand même beaucoup plus efficace qu'un lavage simple des mains. Et pourquoi c'est une mesure essentielle dans la transmission des germes, l'hygiène des mains. Voilà pourquoi c'est important. Et pourquoi on est obligé encore de faire des journées de sensibilisation, parce que ce n'est encore pas respecté entièrement par tout le monde pour tous les actes. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé encore, je crois qu'on le fera encore dans 10 ans, 20 ans. Il y a des enquêtes de prévalence qui sont faites au niveau national, d'ailleurs nous-mêmes on va en faire une bientôt, fin juin. Il faut estimer à 4,5 à 5% des patients qui rentrent chez nous qui ont une infection nosocomiale. Et notez que l'opération sera reconduite cette semaine dans les autres hôpitaux affiliés au CHUM. Ouvrons une page politique avec les élections de ce samedi. On votera en Martinique pour le second tour de l'élection présidentielle et malgré les règles du CSA, les résultats seront visibles le soir même sur les sites internet suisses ou belges, alors qu'en France hexagonale, on n'aura même pas encore commencé à voter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donc lancé aujourd'hui une procédure de justice contre les médias belges et suisses. Explication de nos correspondants à Paris, Éric Dupuis, Solène Boissé et Clément Barbet. Bien placé pour superviser avec autorité les médias français lors des scrutins électoraux, le CSA ne peut rien contre les médias belges qui publient avant l'heure légale française des informations liées aux élections, informations forcément données illicitement. Si les médias belges ont pu avoir accès à des résultats qui ne sont que une fuite, parce que normalement ça n'aurait pas dû fuiter des résultats avant 20 h, c'est la responsabilité des médias belges. Il y a 5 ans déjà, le problème s'était posé, faute de preuves au niveau des sources. Le CSA a tenté une action en justice contre les médias étrangers. La plainte au parquet a été classée. De nouveau cette année, la commission des sondages va déposer une plainte pour de nouveau essayer d'avoir une réponse à cette question. Jusqu'à quel point notre loi française a une application territoriale au-delà de nos propres frontières. Du côté belge, difficile de se passer d'informations qui, 2 heures durant, entre 18 h et 20 h généralement, vont permettre aux sites d'infos d'augmenter leur audience internet. Et une fois qu'une info est sur la toile, il n'y a plus de frontières, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça pose la question effectivement de la neutralité de l'information à partir du moment où on ne peut plus contrôler ce qui vient d'ailleurs. À l'heure d'une demande accrue de transparence des citoyens, il semble difficile à l'État français de couper le réseau Internet sur tout le territoire pendant les scrutins. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas encore le cas dimanche prochain. Notre invitée politique du mardi, maintenant, ancienne présidente du Conseil général de la Martinique, ancienne conseillère municipale du Lamentin et candidate pour les élections législatives pour la circonscription du Nord Atlantique. Bonsoir Josette Manin. Bonsoir Monsieur Davreux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mais je voudrais juste porter une correction. Oui. Je suis candidate sur le Centre Atlantique, pas le Nord. Je viens de le dire, Centre Atlantique. Vous avez dit le Nord. D'accord, pour le Centre Atlantique. Centre Atlantique, voilà. Alors, vous avez commencé votre carrière politique en 1983. Depuis 2015, vous êtes libre de tout mandat. Pourquoi ce retour en 2017 ?
Écoutez, lorsque vous dites que j'ai commencé en 83 et que j'ai arrêté pendant un certain temps, donc à partir de décembre 2015, cela fait bien une trentaine d'années de vie politique, de vie publique, même si, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours preuve de beaucoup de discrétion. C'est dans ma nature, professionnellement, familialement et politiquement. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, au moment des élections de la collectivité territoriale de Martinique, j'avais souhaité prendre du recul. J'avais souhaité faire des choses simples, des choses familiales. Pour des raisons personnelles, donc. Des raisons personnelles. Alors, beaucoup ont tablé sur une question de maladie. Je voudrais rassurer tout le monde, je suis en pleine santé. Je n'ai pas séjourné dans un hôpital depuis 2008, l'année où j'ai connu ce que toutes les femmes connaissent aujourd'hui, un cancer du sein. Et donc me voilà, après une rémission de 5 ans, je reviens simplement parce que il y a eu ces élections de la collectivité territoriale de Martinique où je n'ai pas été sur la liste de mon groupe. Et après les résultats de décembre 2015, j'ai réagi. J'ai réagi parce que j'ai estimé qu'il fallait, après donc cet échec, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui se mobilisent et qui s'apprêtent justement à reprendre le flambeau. C'est la manière pour moi de renouveler mon engagement politique. Mais je veux dire que si je n'ai pas eu de mandat électif à partir de décembre 2015, je n'ai pas pour autant arrêté de faire de la politique. Je milite dans un parti politique au Lamentin, Bâtir le pays Martinique. Je suis donc en capacité aujourd'hui de dire oui, je suis candidate aux élections législatives. Alors, on va venir justement sur vos priorités à l'Assemblée nationale. Quels seront les intérêts, quelles sont les priorités que vous défendrez, les intérêts des Martiniquais et plus précisément ceux du centre en particulier? Alors, je vais peut-être vous étonner. Je ne suis pas venue ici avec une batterie de priorités, avec des dossiers, avec des thématiques bien définies. Je fais depuis ma désignation en décembre 2015 un certain nombre de rencontres, un certain nombre de réunions dans les quartiers de la circonscription, dans les villes de la circonscription. Donc je rencontre une population qui est en attente, qui est à l'écoute. Et moi, je suis justement à l'écoute de cette population. Je suis à l'écoute des forces vives de cette circonscription, les maires, les élus de ces territoires. Et c'est ce qui m'enrichit, c'est ce qui va enrichir justement mon programme et mes thématiques. Et là où je vais encore vous étonner, mes priorités, c'est de dire, j'arrive à l'Assemblée nationale, il va falloir revisiter tout ce qui a été fait. C'est-à-dire, je ne vais pas remonter à des années-lumière, mais simplement de dire, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées. Et je veux rappeler la toute dernière, donc en février dernier, la loi sur la parité légale. Donc, j'estime qu'à mon arrivée, il faudra justement suivre et défendre les intérêts donc, de la Martinique, faire en sorte justement que dans cette loi qui a été portée par nos élus, nos parlementaires, autant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, que justement cette loi soit appliquée et qu'il y ait donc un suivi. Vous savez, il s'agissait pour nous, ultramarins, il s'agissait donc dans cette loi de réduire les écarts entre les Français de l'Hexagone et nous-mêmes. Ça n'a pas été le cas, vous pensez ? C'est dans la loi aujourd'hui, c'est-à-dire que dans cette loi, justement, on met un accent sur le social, sur l'économie, sur le logement. Donc, il s'agit pour nous, les futurs élus, donc les futurs députés, de bien suivre cette loi, de bien suivre l'application de cette loi et de faire en sorte justement qu'il y ait donc une application totale de cette loi sur nos territoires ultramarins. Alors, on va venir au bilan de l'actuel député du centre, Alfred Marie-Jeanne, du Centre Atlantique. Justement, quel regard vous portez sur ce bilan? Celui qui est d'ailleurs président de la CTM, vous lui avez laissé une partie de la CTM, le Conseil général, puisque vous avez été la dernière présidente de cette institution. Quel bilan vous portez sur Alfred Marie-Jeanne? Écoutez, c'est vrai que ces questions arrivent très souvent. Très souvent, même dans mes déplacements, dans des réunions de communes,
on a tendance à vous dire comment vous jugez le travail de celui qui était là avant vous. Je ne suis pas là pour juger le travail de qui que ce soit. Je suis là pour faire un constat. Je crois que comme tout Martiniquais, on peut voir sur Internet ou ailleurs, il y a donc des bilans du travail de nos parlementaires. Il y a des comptes rendus qui sont envoyés par l'ensemble des parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés, et nous sommes en capacité de lire, de nous rendre compte et de juger. Et donc vous, ce n'est pas à moi jugement, de juger. Non, je ne jugerai pas. Je prends connaissance de ce qui a été fait. C'est une façon de ne pas prendre trop de risques dans cette campagne qui s'avère difficile, puisqu'il y a une dizaine de candidats et qu'il y a aussi des favoris selon un sondage on donnait au mois de janvier, je crois, Philippe Edmond-Mariette en tête. Un nouveau sondage va d'ailleurs confirmer cela. Il va être publié la semaine prochaine, sondage Open Soft System. On vous voit ce soir dans une position un petit peu d'équilibriste. Vous ne prenez pas, vous ne voulez même pas juger le bilan d'Alfred Marie-Jeanne, qui est votre sortant. Alors pourquoi vous présentez? Non, ce n'est pas une question de risque, ce n'est pas une question de non-jugement. Je dis simplement que nous avons 4 députés et 2 sénateurs. Et je ne veux pas juger Monsieur X ou Monsieur Y, parce que quand vous entendez le Martiniquais, dans son jugement qu'il porte vers les élus, toutes tendances confondues, tous les élus, que ce soit les locaux ou les parlementaires, on a toujours entendu les élus ne font rien pour nous. Donc, ce n'est pas à moi de venir justement dire ce que je ne veux pas entendre. Vous voyez, aujourd'hui, la population se tourne vis-à-vis de nos élus. Donc, je ne vais pas donner le change en disant que monsieur un tel ou madame un tel n'a rien fait. Seulement, je crois savoir que les parlementaires ont un travail relativement difficile et relativement opaque. On n'a pas tout le temps la possibilité de juger, la possibilité de se rendre compte. Alors, quelquefois, vous allez en télé, vous allez voir une dizaine de parlementaires de l'outre-mer qui sont dans l'hémicycle. Les autres les ont laissés de côté, donc on se dit mais pourquoi ils sont tout seuls? Mais je dis qu'ils fournissent un travail exemplaire. Et le fait de dire qu'un parlementaire, quel qu'il soit, un député, quel qu'il soit, n'a rien fait pour nous, cela veut dire qu'on porte un jugement qui, quelquefois, peut se retourner contre nous. Alors, on entend, quand on est dans les réunions, on entend le cri de la population, on entend le cri des jeunes. Vous avez des jeunes qui vous disent « Je n'ai pas besoin qu'un parlementaire ou qu'un élu fasse à ma place. J'ai besoin qu'il m'accompagne. J'ai besoin qu'il soit mon relais. » Et c'est ça notre travail. C'est ça le travail d'un élu parlementaire, orienter la jeunesse, orienter la population, l'ensemble des populations, les personnes âgées, tout confondu. Mais moi, j'évite de porter des jugements sur nos élus. Alors, vous n'avez pas encore de priorité, en tout cas, vous n'avez pas encore la volonté de les annoncer ce soir, mais on imagine que vous avez déjà commencé à organiser votre campagne, notamment autour de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Est-ce que vous allez pouvoir compter sur des soutiens de poids, notamment Monsieur Letchimy, oui. Écoutez, j'ai été désigné par mon parti politique, Bâtir le pays Martinique, mais à l'intérieur d'un ensemble. Donc, lorsque moi, j'ai sollicité mon parti, c'est Ensemble pour une Martinique nouvelle qui m'a désigné. Nous étions 3 camarades candidats donc sur le Centre-Atlantique. Et donc sur l'ensemble du territoire du Centre-Atlantique, nous avons un certain nombre de partenaires qui sont également membres de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Donc ces partenaires, bien évidemment, me portent leur soutien. Je suis allé voir un certain nombre de maires donc sur la circonscription, soit qui me portent un soutien, soit qui me reçoivent, et on discute justement des problématiques, des priorités de ce territoire, de leur commune. Sur ces soutiens? Si on ne fait pas confiance dans un maire, c'est que ça veut dire qu'un maire n'a pas de parole. Alors on va revenir justement à ce que je décrivais tout à l'heure. On juge un homme, un maire, un élu par sa façon de dire les choses. Alors, il ment pas. Non, je fais confiance parce que, comme je vous ai dit, j'ai des soutiens, mais je n'ai peut-être pas tous les soutiens de tous les maires,
Mais je crois que des partis politiques qui sont dans le groupe Ensemble pour une Martinique Nouvelle ont donné leur parole. Et il n'y a pas de raison que je ne m'appuie pas sur ces partis politiques. Merci beaucoup, Josette Manin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidate pour la circonscription du Centre Atlantique dans le cadre des élections législatives 2017. Et pour terminer cette page politique, on jette un coup d'œil justement sur les différents candidats de cette circonscription. Fabrice Dunon du MIM, Philippe Edmond Mariette, candidat sans étiquette, Joanne Cadeau du Cercle démocratique martiniquais, Josette Manin de l'EPNM, Marie-Hélène Marthe dit Surelli pour le combat ouvrier, Karine Mousseno, des Républicains, Gérard Talmessi de Nous Pepla et Raphaël Vaugirard de la FSM pour terminer, Christian Verneuil du RDM. Restez avec nous à suivre dans votre journal ce spectacle de Shakespeare à voir à l'Atrium, une scène qui a donc été proposée par une troupe de Guyanais. Et puis dans votre JT des communes, direction Le Robert, à la rencontre d'un couple de passionnés d'art qui sculptent sur des œufs d'autruche. Mais d'abord, direction la Guyane qui a été levée de sa vigilance météo France jaune pour des fortes pluies et des orages. Le département qui a connu de fortes précipitations tout le week-end. Aujourd'hui, les habitants et les commerçants ont fait le point sur les dégâts. Voyez le reportage de Natacha Maltaverne. Du mobilier qui s'amoncelle au bord du canal Lossa, des emballages qui sont raclés sur le trottoir. 2 jours après les fortes inondations qui ont touché Cayenne, les pertes sont par endroits importantes, comme dans ce magasin de vêtements où les employés et même leurs familles sont venus prêter main forte. Il y a vraiment des dégâts importants. On ne peut vraiment pas donner de chiffre, mais il y a plus de la moitié du magasin. Tout l'étagère des bas du magasin, c'était vraiment monté. Les papiers, documents, tout, même les meubles, ce sera changé. Les meubles sont en bois et avec l'eau, ça s'est abîmé. Les bureaux, les ordinateurs, on a du matériel informatique aussi, également qui s'est abîmé. À quelques mètres, ce restaurant n'a pas pu ouvrir aujourd'hui. Muni de balais, chacun s'active à effacer les traces des inondations. Ici, l'eau est montée jusqu'aux fenêtres. Un coup dur pour les nouveaux gérants du restaurant. Essayer de lancer une activité, c'est déjà pas simple, mais avec tout ce qui nous arrive, c'est plus embêtant. Nous avions déjà du mal à repartir après la grève. Et là, on est reparti sur l'inondation. Voilà. Les fortes pluies ne sont pas les seules causes de ces inondations. La pompe de l'écluse du canal ne s'est pas déclenchée automatiquement. Certains riverains sont désabusés. À chaque fois qu'il y a une pluie exceptionnelle et une période de congé qui est très mauvaise pour nous, parce qu'en fait, les services techniques n'agissent pas en temps et en heure, et qui fait que l'eau est montée gravement à l'arrière de la boutique. Des riverains qui attendent maintenant la visite des experts en assurance afin d'estimer le montant des pertes. Sur la Guadeloupe, le Memorial Act fait le bilan 2016, 110 000 visiteurs satisfaisants pour ce centre caribéen d'expression et de la mémoire de la traite de l'esclavage. Ce matin, il a reçu le prix du musée 2017. Le reportage de Linda Kayersi. Pendant une année, les visiteurs du Memorial Act pourront contempler la statuette en bronze de Juan Miro, le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe, décerné au Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. C'est vraiment une reconnaissance internationale. Une reconnaissance internationale pour un lieu de mémoire collective qui compte de nombreux visiteurs depuis son ouverture au public il y a 2 ans. Un peu plus de 107 000 visiteurs qui sont venus au Memorial Act. Ce sont 15 000 visiteurs qui ont visité le centre de généalogie. Ce sont des manifestations, ce sont des colloques, des débats, ce sont aussi des activités commerciales puisque c'est important pour consolider les ressources de l'établissement. Aujourd'hui, le prix du musée 2017 est une nouvelle étape de franchie pour le MACT dans sa quête à la Caraïbe au monde, à travers un lieu de connaissance et de lecture historique. Perspective, de pouvoir ouvrir le centre de recherche qui n'est toujours pas ouvert. Il est en train d'être équipé de façon à pouvoir accueillir le public.
termes de perspective également, nous venons de terminer l'exposition Échos imprévus. Nous préparons la reprise d'Arboussier au cœur des migrations. Et cette année encore, pour ce mois de mai symbolique, le Memorial Act compte bien faire écho à la mémoire des traites négrières et de l'esclavage. Culture, toujours avec du théâtre, avec cette représentation prévue le 5 mai à l'Atrium, La Nuit des Rois de William Shakespeare. Une troupe guyanaise composée de 15 élèves propose une adaptation du célèbre dramaturge anglais. Frédéric Mazy a assisté à une répétition ce matin. Regardez. Il y a quelque chose qui ne va plus. C'est un A qui devrait suivre, mais c'est un O qui vient. M-O. Mo. Mokhtar. Non. Mocassin, bah. Mollusque, ce sont ces C, CO et CN. Et c'est bien ainsi qu'elle fait ses grands P. Je la sers, elle est ma maîtresse. Bah, cela paraîtrait évident à n'importe quelle intelligence ordinaire. Cette pièce est très forte dans son côté comique, quoi. Mais aussi, je vous dis, elle renferme aussi un trouble avec la figure des amoureux, comme ça, qui se cherchent, qui est confronté au bouleversement de leur propre désir. Rappelle-toi qui fit l'éloge de tes bas jaunes. Oh, ton sourire te va si bien. C'est un grand plaisir de travailler avec Delphine Coutu. C'est une opportunité aussi, comme un projet de travailler avec 4 comédiens, 2 Martiniquais, 2 Parisiens, qui sont déjà dans la route sur ce métier depuis 10 ans. Et c'est un grand plaisir, c'est une chance de pouvoir participer de ce projet. Et justement pour des comédiens comme moi qui viennent de sortir de formation et qui commencent ce interminable parchemin de métier de comédien. Faites si c'est ce que tu veux, sinon tu resteras toujours un attendant en compagnie des domestiques. Je te remercie, je sourirai, je ferai tout ce que tu voudras. Voilà pour cet extrait, donc spectacle à voir à l'Atrium, vendredi 5 mai à 20 h. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et ce soir, direction le Robert, à la rencontre d'un couple très atypique. Leur passion, la sculpture sur œufs d'autruche, un art qui nécessite une très grande précision. Hubert Bornil, Loïc Régis. C'est la première fois que je tiens en main un œuf d'autruche. C'est de la porcelaine, c'est très fragile et ça se travaille. Ça, c'est le travail de James. Nathalie, elle habille ses œufs d'autruche. Alors regardez, franchement, c'est du bel art, tout simplement. Pour moi qui n'ai jamais croisé une autruche de toute ma vie, imaginez un peu le sentiment qui m'anime à la vue de ces réalisations. Là, c'est un pêcheur avec sa cabane. Des œuvres co-signées de Nathalie et James Filâtre, un couple qui a vécu quelques années au Gabon. Et c'est là que la jeune femme a appris cette forme d'art. Mon mari, comme lui et les deux professions, menuisier charpentier à la base, donc il a sculpté un œuf un jour et du coup j'ai eu l'idée en fait de l'habiller à l'identique, enfin on va dire de façon similaire à Fabergé. Je les transforme en carrousel comme vous voyez là, ces petits modèles là, je vais vous montrer. Il y a la clé en dessous de ce petit modèle, donc ça chante. Ces réalisations ne manquent pas d'originalité, un travail de précision et de patience. C'est une sphère qui est complexe. Alors du coup, quand je l'avais vue au marché artisanal au Gabon, voilà, je me suis dit comment travailler cet objet parce que j'ai vu certains peintres les peindre et je les admirais, je les regardais à la journée et il y en a qui m'ont expliqué certaines techniques parce que c'est vrai qu'un artiste ne peut pas déballer tout ce qu'il sait faire. Nathalie n'a jamais vraiment exposé ses œufs d'autruche en Martinique et pourtant elle voit grand.
C'est magnifique, cette aire, cette belle berceuse réalisée à l'œuf d'autruche. Nathalie et James ambitionnent prochainement d'être en exposition au Louvre. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Voilà pour ce reportage. Avant de se quitter, je vous rappelle les plannings de l'EFS pour les dons du sang. Demain, le camion sera présent au centre commercial La Galeria de 9h à 14h. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants. Entier Pays. À tout de suite.